Ma belle-mère dit à toute la famille que je suis une idiote, mais d'une certaine manière elle a raison, car je n'avais pas réalisé le sombre secret que mon fiancé cachait pour m'épouser. Ma future belle-mère a vraiment dépassé les limites, et la réaction de la famille m'a fait voir les choses autrement. Quand j'ai été présenté à ma future belle-mère il y a 2 ans, je pensais qu'elle m'aimait bien. Honnêtement, je n'avais aucune idée qu'elle nourrissait de tels sentiments envers moi. Au début, je ne comprenais pas pourquoi elle me considérait soudainement comme une imbécile ni pourquoi elle se moquait de moi devant toute la famille, surtout que certaines personnes riaient. Ce fut un coup dur pour mon estime de moi et cela m'a fait pleurer. C'est arrivé lorsque j'ai rendu visite à la famille de mon fiancé pour le déjeuner du dimanche. Sa mère m'invitait depuis un moment, mais j'étais toujours occupé par mon travail. Mon fiancé travaillait ce dimanche-là, mais il m'a encouragé à aller voir ses parents car il ne voulait pas que je passe la journée seul. J'ai trouvé que c'était une bonne idée, alors ce matin-là j'ai préparé un gratin, je me suis habillé avec soin et j'ai rendu visite à sa famille. Il y avait beaucoup de monde, oncles, tantes, cousins, et tout le monde était très aimable. Je passais un bon moment. Après un délicieux déjeuner, je suis resté à la maison à discuter avec certains proches. La grand-mère, qui était alitée, m'a demandé si je pouvais lui apporter une couverture supplémentaire depuis la chambre d'amis. La chambre d'amis était juste à côté du salon de l'étage, où ma belle-mère et quelques tantes étaient assises, et je pouvais entendre chaque mot qu'elle disait. En passant, je n'y prêtais pas vraiment attention jusqu'à ce que j'entende mon nom. J'ai cru que je m'étais trompé, car il n'y avait aucune raison pour que ma belle-mère me traite d'idiote. Je me suis arrêté et j'ai écouté attentivement, et ce que j'ai entendu a bouleversé ma vie. Tout ce que je pensais savoir de ma belle famille a été remplacé par une profonde méfiance. Avait-il fait semblant de me tolérer alors qu'en réalité il pensait que je n'étais qu'une fille stupide? Ma belle-mère disait que j'étais assez idiote et qu'elle était surprise que mon fiancé aille vraiment jusqu'au mariage. Elle a ajouté qu'elle avait pitié de moi parce que je ne réalisais pas à quel point j'étais bête. Certaines personnes ont ri et ont commenté que l'ignorance était une bénédiction. Sous-entendait-il que j'étais trop naïf pour voir ce qui se passait réellement? Je n'avais peut-être pas été la meilleure élève, mais je savais que je n'étais pas stupide, ni intellectuellement ni émotionnellement. Je me considère comme une personne équilibrée, qui a accompli des choses par elle-même. Je ne comprenais pas d'où cela venait et ça m'a profondément blessé, surtout quand ils ont commencé à rire. J'ai senti un nœud dans mon estomac et je ne pouvais plus rester là. Je suis rapidement allé dans la chambre de la grand-mère, je lui ai donné la couverture, j'ai dit au revoir et je suis parti sans parler à personne d'autre, car j'étais trop bouleversé. Je craignais que si j'essayais de parler à ma belle-mère, je perde le contrôle. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de repenser à cette visite. Est-ce que quelque chose m'échappait? Étais-je vraiment aussi stupide que ça, incapable de le voir? Que avais-je fait pour qu'il pense cela de moi? Ces pensées me perturbaient énormément, et dès que j'ai vu Francis, j'ai dû en parler. Plus je racontais l'histoire à mon fiancé, plus je devenais émotive, jusqu'à ce que j'éclate finalement en sanglots. Il m'a consolé et m'a assuré que je n'étais pas idiote et que sa mère avait dépassé les bornes. Il a admis qu'elle n'était pas ma plus grande admiratrice, mais qu'elle me tolérait pour son bien à lui. Il aurait souhaité qu'elle se comporte mieux en ma présence, mais savait que c'était trop demandé. Il m'a dit de ne pas perdre de temps à penser à ses commentaires, me rappelant que j'étais belle et intelligente, et qu'il avait de la chance de m'épouser. Ces paroles m'ont rassuré, et cet après-midi horrible a vite glissé au second plan. C'est ce que j'aime chez mon fiancé, il me fait me sentir bien dans ma peau et m'aide à me voir d'une façon dont je ne m'étais jamais vu. Même mes petites manies lui semblent belles, et chaque jour il me donne une nouvelle raison de m'aimer. J'ai hâte d'épouser cet homme. J'avais presque oublié cet incident du dimanche après-midi quand j'ai reçu un appel de ma belle-mère. J'ai répondu distraitement, pour être surprise par l'hostilité dans sa voix. Elle disait qu'elle appelait pour s'excuser de ce qu'elle avait dit dimanche, après que Francis l'eût confrontée et lui eût dit que ces mots m'avaient blessé. Cependant, elle a ajouté que j'aurais pu la confronter directement au lieu de courir me plaindre à Francis. Elle m'a averti que si je voulais jouer à ce jeu, je ne gagnerais pas. Francis était son fils, et le fait que je l'ai poussé à la réprimander ne signifiait pas que j'avais le moindre pouvoir sur lui. Je n'essayais absolument pas de m'immiscer entre eux, j'étais simplement bouleversé par ce qu'elle avait dit de moi. C'était complètement faux. Ma belle-mère m'a alors dit qu'elle ne perdrait pas son temps à discuter de cette affaire et qu'un jour je comprendrais pourquoi elle avait dit ce qu'elle avait dit à mon sujet. Ces paroles m'ont laissé confuse, me demandant si quelque chose m'échappait. Ou bien était-elle simplement méchante et agacée que Francis m'ait défendu? J'ai été surprise qu'il prenne ma défense, vu à quel point il adore sa mère. Je pensais qu'il m'avait seulement consolé pour calmer la situation, pas qu'il l'avait réellement confrontée. Le fait qu'il se soit opposé à elle me fait l'aimer encore plus. C'est pour ça que je l'épouse, il me fait sentir aimé et protégé, et je ressens cela depuis le début de notre relation il y a 3 ans. Quand j'ai rencontré Francis, mon estime de moi était en ruine. Je venais de rompre avec mon ex et je traversais une période difficile. J'avais cessé de prendre soin de moi, plus de sport, plus de maquillage, je me contentais de traverser les journées sans grand effort. Je souriais à peine. Puis la Saint-Valentin est arrivée, et j'étais d'une humeur terrible. La dernière chose que je voulais voir, c'était des couples heureux, des fleurs et des chocolats partout. J'étais assise seule dans un café,
en train de lire, quand un homme s'est approché de moi. Il m'a demandé s'il pouvait me parler un instant. Je l'ai regardé avec méfiance, sans rien dire, mais il a continué. Il m'a dit qu'il m'avait vu de l'autre côté du café et qu'il avait remarqué que j'avais l'air triste. Il a ajouté qu'aucune belle femme ne méritait d'avoir l'air triste un jour de Saint-Valentin, puis il m'a offert un lys blanc et m'a souhaité une belle journée. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, mon premier sourire de la journée. Il a complimenté mon sourire, et je lui ai dit que oui, je passais une journée affreuse, mais que sa fleur l'avait rendu meilleure. Nous avons discuté un moment, puis il est retourné à sa table. Après l'avoir rencontré, je n'ai pas pu arrêter de penser à ce bel homme qui avait illuminé ma journée. J'ai essayé de faire durer cette fleur le plus longtemps possible, mais elle a fini par se faner, et mon espoir de le revoir s'est fané avec elle. Je retournais sans cesse dans ce café en espérant le croiser, mais je ne l'ai jamais retrouvé, jusqu'à un jour. J'étais en route pour le travail et j'ai vu un camion de déménagement de l'autre côté de la rue. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que j'entende un sifflement. Instinctivement, je me suis tourné vers le son, et il était là, en train d'emménager de l'autre côté de la rue. De toutes les coïncidences, celle-là était la plus grande. Il est devenu mon voisin, et bientôt nous avons commencé à sortir ensemble, grâce à une série d'heureux hasards. Aujourd'hui, je vais épouser l'homme de ma vie, celui qui a ravivé mon espoir en l'amour alors que je croyais l'avoir perdu. Parfois, je me dis qu'il m'a été envoyé, vu à quel point notre rencontre a été divine. Sur tous les quartiers de la ville, il a fini juste en face de chez moi. Mais bien sûr, aucune histoire d'amour n'est parfaite, surtout avec sa mère dans les parages. Elle ne cesse de semer le doute dans mon esprit, et dernièrement je ne peux m'empêcher de me demander si notre relation est aussi parfaite que je le croyais. C'est pour cela que je suis ici. Est-il juste de laisser ma belle-mère me faire douter de moi-même? Si oui, comment puis-je l'arrêter? Ou est-ce que je réfléchis trop à toute cette histoire? Je ne sais pas quoi faire, alors aidez-moi, s'il vous plaît. Mise à jour 1. 2 semaines plus tard, honnêtement, je me sens stupide. Peut-être que ma belle-mère avait raison, comment ai-je pu croire qu'un homme merveilleux comme Francis pouvait réellement m'aimer? Je commence à avoir l'impression de n'être qu'un remplacement pour la fille qu'il n'a jamais pu avoir, même s'il jure que ce n'est pas vrai. Je suis déchiré entre ce que je devrais croire, et je me demande sérieusement si je veux vraiment avancer vers ce mariage. 2 semaines après avoir entendu les paroles blessantes de ma belle-mère, elle m'a invité de nouveau chez elle comme une sorte d'offre de paix, me proposant de prendre un café ensemble. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Elle a suggéré que nous laissions le passé derrière nous, puis a passé l'après-midi à me poser des questions, disant qu'elle voulait mieux me connaître. Cela semblait aller dans la bonne direction jusqu'à ce qu'elle me demande si je voulais voir l'ancienne chambre de Francis. Je me suis senti mal à l'aise et j'ai dit que cela me paraissait trop privé, mais elle a insisté en disant que c'était ridicule de penser ainsi, ajoutant que je découvrirais peut-être de nouvelles choses sur Francis. La curiosité a pris le dessus et j'ai décidé de regarder. La chambre était assez normale et rien n'attira vraiment mon attention, jusqu'à ce que je trouve un tiroir rempli de lettres. Je n'avais pas l'intention d'en lire une, mais une lettre dépassant attira mon regard. Les mots mon amour ressortaient, alors j'ai lu les premières lignes et j'ai été stupéfaite. Celle qui avait écrit cette lettre avait une écriture magnifique et exprimait un amour intense, sincère pour lui. Elle parlait de son impatience de l'épouser et d'avoir des enfants, et terminait en disant combien elle... Quand j'ai regardé la date, j'ai été choqué, c'était seulement quelques mois avant que Francis et moi nous rencontrions. Qui était cette Maria, et pourquoi ne m'avait-il jamais parlé d'elle? Si elle n'était qu'une ex-petite amie, pourquoi ne l'avait-il jamais mentionnée? Ça n'avait aucun sens. J'ai essayé de ne pas trop y penser et j'ai remis les lettres à leur place, mais ce soir-là j'ai glissé son nom à Francis, comme par hasard. Sa réaction a été immédiate, il s'est mis en colère et a exigé de savoir pourquoi j'avais fouillé dans ses affaires. J'ai tenté d'expliquer que c'était sa mère qui m'y avait encouragé, mais il n'a rien voulu entendre. Il a dit que je n'aimerais pas qu'il fouille dans mes affaires personnelles et a balayé mes inquiétudes. Quand j'ai demandé pourquoi Maria lui écrivait si peu de temps avant que nous commencions à sortir ensemble, il a expliqué que c'était une lettre arrivée beaucoup plus tard à cause d'un retard du système postal, et qu'il ne l'avait reçue que des années après qu'elle ait été écrite. Il a dit que Maria était une ancienne petite amie de lycée avec qui il n'avait plus eu de contact depuis des années. Mais malgré tout, il n'arrivait pas à croire que je sois jalouse à cause d'une vieille lettre. Il m'a accusé d'avoir de sérieux problèmes et m'a dit que je devais grandir, allant même jusqu'à suggérer qu'il pourrait reporter le mariage. Il ne m'avait jamais parlé aussi irrespectueusement auparavant. Je sais que j'ai eu tort de fouiller dans ses affaires, mais son manque de considération m'a blessé, et sa menace de reporter le mariage m'a semblé suspecte. Avait-il encore des sentiments pour elle? Avais-je vraiment tort de vouloir en savoir plus sur cette femme qui avait compté autant pour lui? À présent, c'est moi qui remets le mariage en question. Clairement, je ne connais pas Francis aussi bien que je le croyais. Mise à jour 2. Cela fait quelques jours depuis ma dernière mise à jour et les choses se sont un peu calmées. Francis et moi n'avons pas parlé pendant quelques jours après ma découverte des lettres. Honnêtement, j'avais beaucoup de choses en tête et je ne pensais pas qu'en parler immédiatement aiderait. Alors je me suis tourné vers mes amis pour demander conseil, et ils avaient tous des avis différents. Une amie pensait que j'exagérais.
Elle soulignait que la relation de Francis avec Maria datait d'il y a des années et que, puisqu'il ne me connaissait pas à l'époque, cela ne devrait pas avoir d'importance. De plus, je n'avais aucune idée de ce qu'il avait pu lui répondre, et ce n'était pas comme s'il me trompait. Je comprenais son point de vue, mais je n'étais toujours pas à l'aise avec le fait qu'il ait gardé ses lettres secrètes. Nous avions parlé ouvertement de nos anciennes relations pour éviter les surprises, mais il n'avait jamais mentionné le nom de Maria. Cela m'a fait me demander s'il avait encore des sentiments pour elle, et cette idée tournait sans cesse dans ma tête. Mes amis m'ont conseillé d'avoir une conversation honnête avec lui. Ils m'ont rappelé de ne pas l'aborder avec colère, il y avait peut-être une raison pour laquelle il n'avait pas parlé d'elle. Peut-être qu'elle lui avait brisé le cœur et qu'il ne voulait pas revivre ça. Après réflexion, j'ai réalisé qu'ils avaient probablement raison. Mes sautes d'humeur récentes et mes doutes concernant Francis ne me ressemblaient pas. Peut-être que le stress lié aux préparatifs du mariage m'avait poussé à bout. Pourtant, les paroles de ma belle-mère continuaient à résonner dans ma tête. Elle avait semé l'idée qu'il pouvait encore être amoureux de Maria et que je n'étais qu'un substitut. Une partie de moi voulait même rencontrer Maria, pour la voir de mes propres yeux. Mais en prenant du recul, je me suis rappelé que c'était moi qui avais la bague, moi qui allais l'épouser, pas elle. Quand j'ai enfin parlé avec Francis, il a été compréhensif et m'a assuré qu'il ne voyait plus Maria de cette façon. Il a expliqué qu'il n'en avait pas parlé parce que leur rupture avait été douloureuse pour lui. En entendant cela, je me suis immédiatement senti coupable d'avoir douté de lui. Je me suis excusé et lui ai dit que je ferais tout pour me rattraper. Francis a été si compréhensif et gentil, reconnaissant que j'avais été sous beaucoup de pression ces derniers temps et comprenant parfaitement pourquoi j'avais réagi ainsi. Puis il a mentionné que sa mère était probablement responsable de toute cette situation. Elle savait probablement que les lettres étaient dans sa chambre et m'y avait volontairement conduite, espérant que je les trouverais et que cela provoquerait des tensions entre nous. À ce moment-là, tout est devenu clair. C'était simplement une autre de ses manigances. Cette fois, cependant, je lui ai dit de ne pas la confronter. Elle voulait clairement créer du drame entre nous, mais son plan avait échoué, nous étions plus forts qu'avant. J'avais du mal à croire que je m'étais laissé berner par une de ses ruses, surtout quand je pensais qu'elle voulait réellement faire la paix. Je ne comprends pas pourquoi elle ne m'aime pas, j'ai toujours été gentil et respectueuse envers elle et toute la famille. Je n'avais jamais vécu ce genre de conflit avec la famille d'un partenaire auparavant, alors c'est quelque chose de nouveau et de douloureux, surtout avec l'homme que je suis sur le point d'épouser. Mais je suis déterminé à ne pas me laisser atteindre. Je veux me concentrer sur notre mariage et sur notre avenir ensemble. Très bientôt, je serai la femme la plus chanceuse du monde quand nous serons déclarés mari et femme. Mise à jour 3. Cela fait un mois et je reviens avec ce qui pourrait être la révélation la plus dévastatrice de toutes. Vous vous souvenez quand je pensais que la mère de Francis était simplement jalouse et essayait de s'immiscer entre nous? Je retire chaque mot. Il y avait une raison à sa jalousie, une raison que j'ai encore du mal à comprendre. Je n'arrive pas à croire que j'ai été aussi aveugle, aussi trompé par tout ce qui se passait juste devant moi. Quand elle m'a traité d'idiote, je crois qu'elle avait raison, parce que j'étais réellement aveugle à ce qui se passait. Tout s'est effondré il y a quelques jours, alors que Francis et moi finalisions les préparatifs du mariage. Nous étions en train de déménager ses affaires chez moi, puisque ma maison est plus grande et plus adaptée pour commencer notre vie commune. Je l'ai héritée de mes parents et elle nous semblait parfaite, du moins, c'est ce que je croyais. Francis était au travail et je supervisais les déménageurs lorsqu'un d'eux a accidentellement laissé tomber un carton. Tout son contenu s'est répandu dans la rue, et je me suis précipité pour tout ramasser, espérant que rien de fragile ne s'était cassé. C'est là que je les ai vus, des photos, éparpillées sur la chaussée. Je les ai ramassées et mon cœur s'est arrêté. C'étaient des photos de Francis et moi, sauf que ce n'était pas moi. C'étaient des photos de Francis avec une femme qui me ressemblait comme deux gouttes d'eau. En retournant une photo, j'ai vu les noms Francis et Maria, accompagnés d'une date d'il y a 10 ans. Mon esprit s'est emballé, cela devait être la même Maria dont j'avais déjà découvert la lettre. Mais pourquoi était-elle mon sosie? J'ai gardé les photos et j'ai confronté Francis le soir même. Il était bouleversé que je les ai trouvées. Quand j'ai exigé une explication, il s'est effondré. Je ne l'avais jamais vu aussi vulnérable. En larmes, il m'a avoué que Maria, la femme sur ses photos, n'était plus en vie. Elle était morte dans un accident de voiture des années plus tôt, et cette dernière lettre que j'avais vue était quelque chose qu'il avait reçu après sa mort. Il a admis qu'il l'avait profondément aimée et qu'il n'avait jamais réussi à faire son deuil. Il m'a confié qu'il pensait devenir fou de chagrin jusqu'au jour où il m'a vu dans ce café. Il m'a expliqué que même si j'avais quelques différences, j'étais son portrait craché. Il a su qu'il devait me rencontrer pour garder son souvenir vivant d'une certaine manière. C'est pour cela qu'il m'avait abordé ce jour-là et qu'il avait même trouvé un logement en face du mien. Il a dit que j'étais sa seconde chance en amour, une façon de garder Maria auprès de lui. À ce moment-là, tout a pris sens, les changements subtils, la façon dont il m'encourageait à adopter un certain style, même les bijoux qu'il m'offrait et que je croyais simplement être ses goûts. Sans m'en rendre compte, je m'étais habillé et façonné à l'image de Maria, tandis qu'il essayait de l'immortaliser à travers moi. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose de déchirant, il ne m'avait probablement jamais vraiment aimé, il était toujours amoureux de Maria. À cet instant, j'ai ressenti une tempête d'émotions, la rage,
la trahison, et la douloureuse prise de conscience que je n'avais été qu'un remplacement depuis le début. Je l'ai mis dehors et je lui ai dit que je ne voulais plus jamais lui adresser la parole. Depuis, il essaie de me contacter pour s'expliquer, pour s'excuser. Mais je ne peux pas le voir ni l'entendre. J'ai passé des jours à pleurer, à crier, à remettre en question tout ce que je suis et toutes mes décisions. Maintenant, tout s'explique, pourquoi sa mère m'avait traité d'idiote et m'avait mis en garde, et pourquoi Francis ne m'avait jamais laissé entrer dans sa chambre. Elle savait. Elle savait que je n'étais qu'un substitut pour lui, une ombre de Maria à ses yeux. Et maintenant, je me sens comme la personne la plus stupide du monde, amoureuse d'un homme qui n'a jamais vu en moi que quelqu'un d'autre. Ceci sera peut-être ma dernière mise à jour. Je ne sais pas où j'irai à partir de là, mais je sais une chose, je mérite un amour réel, pas d'être le souvenir de quelqu'un d'autre. Mise à jour 4. Tout d'abord, je veux vous remercier pour le soutien de ces derniers mois. Cela a été incroyablement difficile d'accepter la réalité de qui était vraiment l'homme que j'étais sur le point d'épouser. Après avoir mis Francis dehors, j'ai enfin parlé avec lui. Je lui ai dit que nos fiançailles étaient terminées, et il est venu récupérer ses affaires. Je ne voulais même pas entendre ce qu'il avait à dire. C'était un énorme secret qu'il avait gardé, et le fait qu'il l'ait caché signifiait probablement qu'il n'avait jamais eu l'intention de me le révéler. Si je n'avais pas trouvé ces photos, je l'aurais épousé sans jamais savoir qu'il me voyait comme sa seconde chance avec Maria. J'ai commencé à remettre en question tout ce qu'il avait pu dire ou faire. Était-ce sincère? Venait-ce de son cœur, ou n'était-ce qu'une tentative vide de redonner vie à la femme qu'il aimait vraiment? Je ne voulais pas en savoir davantage, car c'était trop douloureux. Après quelques supplications, il a fini par déménager et quitter la maison d'en face, et j'ai cru que c'était la dernière fois que j'entendais parler de lui. Mais sa mère m'a contacté de manière inattendue. Elle m'a appelé pour me demander de revenir vers lui. Apparemment, il avait fait une dépression nerveuse après notre rupture, allant jusqu'à l'accuser de tout. Sa famille a failli l'interner en hôpital psychiatrique, et elle a reconnu qu'en partie, c'était de sa faute d'avoir semé le doute dans mon esprit. Elle a admis que, dès le départ, elle avait été jalouse de Maria à cause de la dévotion de Francis pour elle, au point de ne plus avoir de temps pour personne, même pas sa propre mère. Quand Maria est morte, elle a cru qu'elle aurait enfin son fils pour elle. Mais ensuite, quand elle m'a rencontré et vu à quel point je ressemblais à Maria, sa jalousie est revenue. Elle m'en a voulu d'avoir ravivé l'obsession de Francis. Elle pensait que si elle arrivait à me faire fuir, il guérirait enfin et se rapprocherait d'elle. Mais maintenant qu'il l'avait complètement exclu de sa vie, elle me suppliait de revenir vers lui, comme si je pouvais ramener la stabilité dans leur vie. Je lui ai dit exactement ce que je pensais, que la seule façon pour Francis de trouver la paix était de suivre une thérapie. Il était évident qu'il n'avait jamais fait son deuil et qu'il m'utilisait pour éviter d'affronter sa douleur. Ce n'était pas sain, et ce n'était pas à moi de réparer cela. Je ne pouvais pas être avec quelqu'un qui ne m'aimait même pas pour qui j'étais. Je lui ai aussi demandé de dire à Francis d'arrêter de m'envoyer des messages. J'essaie d'avancer, et ces messages ne faisaient que rouvrir mes blessures. J'ai réalisé que moi aussi, j'avais perdu quelqu'un, l'homme avec qui je croyais passer ma vie. Mais aujourd'hui, chaque fois que je pense à Francis, cela me rend malade de savoir qu'il ne me voulait que parce que je lui rappelais Maria. Je mérite quelqu'un qui me voit pour qui je suis, pas comme un remplacement. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je travaille à ma guérison. Merci encore pour votre soutien. Mise à jour 5. Ceci sera définitivement ma dernière mise à jour. Je veux fermer ce chapitre de ma vie et partager ce qui s'est passé depuis la dernière fois que j'ai écrit ici. Si vous avez suivi mon histoire, vous savez que j'ai rompu mes fiançailles avec Francis après avoir découvert qu'il me voyait en réalité comme une sorte de remplaçante de son ancienne compagne, Maria. Après notre rupture, il a passé quelque temps dans un centre de soins en santé mentale. Pour celles et ceux qui cherchent une forme de clôture et se demandent comment les choses se sont terminées, voici les détails. Je veux vous prévenir que ce sera douloureux, et je vous remercie d'être là pour me lire. La chose la plus difficile à partager est celle-ci, mon ex-fiancé, Francis, s'est donné la mort il y a environ un mois. Je me souviens de la dernière conversation que j'ai eue avec sa mère. Elle m'avait supplié de revenir vers lui, espérant que ma présence dans sa vie pourrait le guérir et lui rendre un peu de stabilité. Mais la vérité, c'est que mon cœur et mon esprit n'y étaient plus. Je ne voulais pas, et je ne pouvais pas, être le substitut de Maria pour quelqu'un qui avait besoin de thérapie, de travail de deuil et d'un cheminement intérieur que je ne pouvais en aucun cas lui offrir. Je pensais que si je revenais, ce ne serait qu'un pansement posé sur des blessures beaucoup plus profondes, qui n'auraient jamais pu guérir ainsi. On ne peut pas remplacer une personne par une autre, ce n'est juste pour personne, et ce n'est pas sain. Ma belle-mère, bien qu'elle ne l'ait pas compris au début, a fini par laisser Francis au centre un peu plus longtemps et, lorsqu'il en est sorti, plusieurs amis communs m'ont dit qu'il semblait revenu à la normale, ou du moins dans une version plus apaisée de lui-même. À ce moment-là, cela m'a donné de la paix. J'ai pensé qu'il pourrait trouver un soulagement et reconstruire sa vie, peut-être d'une manière plus saine. Cependant, comme je l'ai appris plus tard, cette stabilité n'a été que temporaire. Même s'il a poursuivi sa thérapie et qu'il donnait l'impression d'avancer, ses amis m'ont confié que la dépression de Francis était revenue avec force.
C'était comme une ombre qui l'entourait, et avec le temps, elle est devenue une constante qu'il a essayé de supporter seul. Au final, j'ai appris qu'il y a environ un mois, Francis avait mis fin à ses jours. Les mots de nos amis communs ont été dévastateurs et m'ont plongé dans une douleur indescriptible. Ma première réaction a été un mélange de chagrin et de culpabilité. Bien que je sache que rompre nos fiançailles avait été la meilleure décision pour moi et pour mon propre bien-être, j'étais hanté par l'idée que mon départ avait peut-être contribué à son désespoir final. Je ne veux pas dire que cela aurait tout changé, ni que je serais resté à ses côtés uniquement pour éviter cette issue, car je sais que cela n'aurait pas été juste non plus. Et pourtant, c'est un poids lourd à porter sur ma conscience. C'était une personne que j'allais épouser, quelqu'un que j'avais profondément aimé, même si son amour pour moi n'était pas du même ordre. Cela fait mal de penser à tout ce qu'il a souffert en silence, et qu'en dépit de nos tentatives pour trouver de la clarté, et malgré les efforts de sa famille et de ses amis, il n'a pas pu trouver une issue. C'est étrange comme la vie peut changer autant en seulement quelques mois. Il n'y a pas si longtemps, je préparais un mariage et j'imaginais un avenir à deux. Aujourd'hui, je me retrouve ici à parler d'une perte qui me laisse, d'une certaine manière, avec une grande leçon. À ceux d'entre vous qui lisent ceci et qui se sentent désespérés, je veux dire que la douleur n'est pas éternelle et qu'il existe des façons de la surmonter, même quand cela semble impossible. S'il vous plaît, cherchez de l'aide, parlez à quelqu'un, faites ce qu'il faut pour trouver ne serait-ce qu'un petit rayon de lumière. Quant à moi, j'ai rencontré quelqu'un. Nous sortons ensemble depuis 3 mois, et même si j'ai été prudente, je me suis aussi autorisée à être vulnérable avec lui. Il connaît toute mon histoire, et je me suis assuré qu'aucune ombre du passé ne subsiste. Sa mère a également été chaleureuse et accueillante, quelque chose que, après tout cela, j'apprécie plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer auparavant. Je sais que cette fin n'est ni totalement heureuse ni totalement triste. C'est plutôt une conclusion douce amère à un chapitre qui m'a transformé de bien des façons. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont accompagné dans ce parcours, à ceux qui m'ont lu et soutenu. J'apprécie vos mots, et vos messages m'ont aidé à trouver un peu de réconfort dans les moments les plus sombres. Merci d'avoir été là.